Sachant qu'on a les preuves devant nous. Parce que jusqu'à aujourd'hui. Non, Kevin. Parce que jusqu'à aujourd'hui. Faut pas me faire cette insulte-là. Quand on sait qu'en 2020, on a tous assisté, c'est Kevin. Je suis contemporain de cette histoire. Je suis resté bloqué à Morofé. Tu ne dois pas ramener les choses de 2020 en 2025. Moi, c'est ça. Mais justement, ce dont il est en train de parler, il parle de 2020. Kaza, tu peux pas me dire ça toi aussi. Toutes les scènes qu'il est en train de dire. Tout à l'heure, Kevin m'a mis au défi de dire qu'est-ce qu'il y a eu depuis le retour de Gbagbo, qu'est-ce qui est arrivé en tant qu'insurrection. Mais en 2020, tout près de nous ici, il sait même pas il y a 10 ans, il y a 20 ans. 2020, il y a 5 ans. Excusez-moi, pour une élection présidentielle, à faire le 3e mandat, patati patata, des gens sont allés tronçonner des arbres, des gens se sont attaqués à des personnes. Tu dis tu veux pas voter. Ok, on a compris. Moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Quelqu'un dit je vote pas, c'est ton droit le plus inaliénable. Tu veux pas voter, c'est ton droit. Mais ceux qui ont envie de voter, laisse-les voter. C'est aussi leur droit. Mais parce que toi, tu votes pas. Personne n'interdit aux gens d'aller voter. Qui interdit? Si, les gens ont interdit. Les gens ont interdit. Et c'est pour cette raison que tout à l'heure, Kaza, il m'a coupé. Moi, j'ai quitté Boaké. Je suis allé voir ma mère, paix à son âme. Je revenais. Je suis resté bloqué à Morofé. Et je pense que tous ceux qui connaissent Yam Sokoro connaissent bien Morofé. C'est l'entrée entre, qu'on appelle ça, Tébissou. Daouda, tu es en train de nous ramener en 2020. On n'est pas en train de parler en 2020. Non, mais en fait, vous ne pouvez pas. Je militant du PDCI. Moi, en 2020, je n'étais pas militant du PDCI. Oui, mais en fait, c'est pas parce que toi, non, c'est pas parce que toi, tu n'étais pas militant, c'est pas parce que toi, tu n'étais pas militant du PDCI qu'on va occulter ce passé très récent. Parce que ce sont les mêmes pratiques qui ont eu cours en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? En 2020, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, merci de m'avoir posé la question. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé en 2020. Quel est le rôle de l'opposition dans ça? Faut m'expliquer. Comment? Quelle est la part de responsabilité de l'opposition dans ce qui s'est passé en 2020? Je ne vais pas rentrer dans les débats de voilà le rôle de X ou Y. En 2020, après la réforme constitutionnelle de 2016, Ouattara est parti pour un autre mandat. Certains, les gens du RHGP disent que c'est le premier mandat de la 3e République. Les gens de l'opposition disent que c'est un 3e mandat, donc eux ils s'opposent à ce 3e mandat. Gbagbo ayant été jugé, condamné à 20 ans de prison, n'était pas sur la liste. Guillaume Soro, ayant été jugé, condamné à 20 ans de prison, n'était pas sur la liste. Mais je tiens à porter à ton attention que 2020, Bédi était sur la liste. 2020, Pascal Affingueza était sur la liste. Personne ne les a empêchés de venir concourir. Mais tout à coup, soudain, brusquement, on est là, on est assis. Bédier dit, il boycotte. Afi dit, il boycotte. Ok, c'est ton droit. Mais pendant ce temps, on dit, on va faire CNT, Conseil National de Transition. Mais de quelle transition on parle? Je ne sais pas, hein. Moi, je ne savais pas. Et on est là. Toutes les villes ont été bloquées. Les communautés ont été montées les unes contre les autres. Qui a monté ces communautés-là? Franchement, je ne saurais te le dire. Mais une chose est sûre, quand la force régalienne, quand l'État a pris ses responsabilités, à Dabou, ça s'est arrêté. À Dabou, ça s'est arrêté. Dabou, là. Mais si tout était parfait, là, pourquoi le président Ouattara allait négocier avec le président Bédier? Pourquoi il a sollicité? Négocier quoi? Négocier quoi? À l'hôtel du Golfe. Non, mais frère, tu oublies que Bédier était pratiquement en prison, hein, frère. Il était en prison. Et Bédier négocier avec le président Bédier, oui ou non, Daouda? Négocier quoi? C'est ce que je t'ai dit. Il a négocié quoi? Une sortie de crise en 2020. Non, il n'y avait plus de sortie de crise. Bédier n'était pas en prison. Je suis désolé. Parce que quand vous dites que Bédier était en prison, Bédier n'était pas en prison. Valérie Yapo est allée en prison avec de nombreux cas du PDC. Certains cas du PDC. Oui, justement. Et Bédier me dit, quand toi, Kevin, tu me dis aujourd'hui que Bédier n'était pas en prison, vraiment, on a des façons différentes de voir la prison parce que ce que Bédier vivait, pour nous qui sommes à Abidjan, peut-être que toi, tu n'étais pas membre du PDCI, pour ce que nous avons vu, mais c'est une résidence surveillée, frère. C'est de la prison. Quand un ancien chef d'État peut même pas sortir de chez lui, et que les militaires, les forces de l'ordre entourent sa maison, H24, 7 jours sur 7, si c'est pas de la prison, je sais pas comment tu appelles ça. Hein. Je sais pas comment tu l'appelles, mais bon, non, ça c'est ma définition de la prison. En fait, Daouda, tu vois, moi, mon souci, c'est que tu as parlé, mais sans situer les responsabilités. Oh, c'est ça le problème. Je dis, de quel part? Tu sais, en même temps, tu me laisses pas parler, excuse-moi. Je vais te laisser finir, je vais fermer. Ce que je vais faire, comme je suis en train de marcher, et que je pense que, je sais que Kokora est très habillé, je vais laisser la parole à Kokora, il va s'exprimer un peu, et puis on va faire tourner. Ben, tu vois que j'ai marché, je suis un peu étouffé là, et puis il a mangé tout ça. Donc, Kokora, si tu es là, tu peux prendre la parole. Oh là là. Ouais, Daouda, bonjour, comment tu vas? Je vais bien, Ah, Dieu merci. Moi, je me suis réveillé en sous-sol, je pensais que il était 9h ou 10h passé. Mais heureusement, je me suis réveillé un peu plus tôt. Alors, bonjour à tout le monde, Kaza, Kevin, Luc, bonjour à vous. Alors, moi, je pense que
Nous sommes dans un État, nous sommes dans une république. Une république a des lois. Une république fonctionne avec sa sécurité, sa défense et avec ceux qui sont en situation donc de pouvoir assurer le maintien donc de cette sécurité. Et donc si, heureusement nos amis même reconnaissent qu'avoir marché sous Alassane Ouattara sans qu'il y ait de pouvoir, nous en sommes heureux. Ça veut dire que ce pouvoir donc n'interdit pas aux gens de s'exprimer. Ça c'est déjà une avancée. Et on peut prendre l'exemple donc de la marche du 9 qui s'est très bien déroulée. Nous félicitons l'opposition, nous félicitons donc les forces de l'ordre et l'État, donc qui a mis tout en œuvre pour que des citoyens puissent s'exprimer. Et ça, c'est très important. Ce qui ne s'est pas encore passé, ce ne s'est pas passé dans notre pays de 90 à 2011. Que quelqu'un me prenne un seul exemple de marche en Côte d'Ivoire, non seulement autorisée, et qui s'est bien déroulée sans que la police donc ne matraque les marcheurs. Je dis bien de 90 à 2011. Surtout de la période donc 94 à 99, on a vu ce qui s'est passé dans notre pays. De pauvres étudiants qui voulaient s'exprimer, qui réclamaient des droits, donc en ce qui concerne l'amélioration de leurs conditions de vie, conditions d'études. Ces étudiants-là, on les a vus comment ils ont été traités. Arrêtés, mis en prison, même malades, attachés sur leur lit d'hôpital. Donc, heureusement que quelqu'un a parlé d'histoire. Donc, l'histoire aussi est importante. Donc, ramenons l'histoire de notre pays en ce qui concerne donc les libertés d'expression garanties par la Constitution. En 99, un simple meeting du RDR à Dabou a été interdit par le maire, et je crois Tiapani ou quelque chose comme ça. Donc, ramenons l'histoire. L'histoire aussi est vraiment très importante. Hein. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je me rappelle la même Constitution qui garantit donc les droits des uns et des autres, la liberté d'expression. En 2004, on a vu ce qui s'est passé lorsque l'opposition a voulu marcher. Non seulement elle a été formellement interdite, le plateau a été décrété zone rouge, et suite à cela, tous ceux qui se sont entêtés, c'est près de 300 morts dans notre pays. Toute la direction du RD a été mise en prison en 99. Donc l'histoire nous rappelle que sous d'autres cieux et sous d'autres régimes, pardon, les droits des citoyens garantis par la Constitution ont été donc brimés et piétinés. Et sous Alassane Ouattara, on donne des exemples de marches autorisées, encadrées, qui se sont très bien passées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire n'interdit à personne de pouvoir s'exprimer. Ce qu'il faut dire, et nous sommes en période électorale, et en période électorale, c'est une situation particulière. Et surtout quand on entend des choses. Moi, je ne suis pas de la sécurité, mais pour les citoyens lambda que je suis, que ce soit sur les réseaux sociaux, ce sont des, ou bien même dans des meetings, ce sont des propos d'insurrection donc qui sont prononcés. Les communicants de l'opposition, chaque jour, disent qu'il faut renverser le régime, qu'il faut marcher et ne même plus sortir des rues. Un journaliste en France s'est permis de dire que la date du 11 est stratégique et que le 4 n'était pas stratégique parce que si ils sortaient le 4, est-ce qu'ils allaient pouvoir rester jusqu'au 25 octobre. Or, le 11, c'est vraiment très proche donc du 25 octobre. Donc, ces informations reviennent au gouvernement. Ces informations reviennent donc au Conseil national de sécurité, à la police, qui lui font un point. Donc, si on estime qu'en période électorale, non seulement les gens sont en campagne, c'est vraiment une grosse activité, il y a 5 candidats, donc ils vont à une élection, alors, compte tenu de certaines Côte d'Ivoire, pour cette période, je dis bien uniquement pour cette période, l'État de Côte d'Ivoire a décidé donc de mettre fin aux marches et de laisser aussi ceux qui veulent aller aux élections, comment on appelle, laisser ceux qui veulent aller aux élections mener leurs activités, leurs campagnes sans donc qu'elles soient perturbées. Voilà un peu ce que le gouvernement décide. Le gouvernement n'a jamais dit que oui, on interdit les marches donc pour toujours. C'est juste pour une période. Et quand la période va passer, les uns et les autres pourront donc faire leur marche. La liberté d'expression dans notre pays n'a jamais été autant garantie que sous Alassane Ouattara. Il n'y a pas un autre régime. Voilà, aujourd'hui les journalistes s'expriment. Vous avez des chaînes de télé donc qui donnent la parole à tout le monde sans donc exclusion. Donc vraiment, sous Alassane Ouattara, nous ne disons pas que c'est le monde parfait, c'est dans le meilleur des mondes, mais au moins des efforts ont été faits. En termes de liberté d'expression, en termes de liberté de presse, chacun de nous peut témoigner donc des avancées donc qui ont été faites. Maintenant après, la Constitution aussi donc que le frère a cité tout à l'heure, dit que lorsque le Conseil constitutionnel a décidé, mais sa décision n'est servie d'aucun recours.
Maintenant, quel est l'objet de la marche donc du Front commun ou du Front de la bagarre? Est-ce pour contester la décision du Conseil constitutionnel ou est-ce pour un autre objet? Il faut qu'on nous le dise clairement pour qu'on sache ce qu'ils veulent. Parce que si c'est pour contester la décision du Conseil constitutionnel, je crois que leur marche est anticonstitutionnelle, puisque la décision du Conseil constitutionnel ne doit faire l'objet d'aucune contestation. On peut peut-être s'exprimer pour dire on n'est pas d'accord, ça, il n'y a pas de problème. Mais organiser une activité pour contester la décision du Conseil constitutionnel, je crois que c'est anticonstitutionnel. Et c'est aller contre cette même constitution. Voilà. Cocola, tu as une minute pour chuter. Hein. Voilà. Ou bien si tu es arrivé aussi, tu peux aussi chuter. Ouais, non, j'ai pratiquement fini. Donc, c'est pour dire à nos amis, vraiment, qui n'ont pas été qualifiés pour les élections, de passer à autre chose. On finira les élections, il y a les élections législatives. La Constitution, donc, qui donne le pouvoir au Conseil constitutionnel de décider, il a décidé. Il faut passer à autre chose. Voilà, si on est vraiment aussi respectueux de cette même Constitution, donc qui constitue le socle de notre nation et de notre République. Voilà. Et donc, organiser une manifestation contre cette décision, mais c'est anticonstitutionnel. Si c'est pour autre chose, on verra. Mais si c'est pour attaquer la décision du Conseil constitutionnel, je crois qu'aucun État sérieux donc, ne va l'accepter. Et surtout qu'en 2020, on a eu les mêmes choses. Et le frère ne se rappelle pas de ce qui s'est passé, mais des gens ont coupé des bois pour empêcher des citoyens donc d'aller voter. Et ça, Afghanistan l'a dit, chez moi à Bogouanou, ils ont barré toutes les voies, ils ont sorti des calibres 12 pour empêcher des citoyens d'aller exercer leurs droits constitutionnels. Et aujourd'hui, il y a certains qui ne sont pas candidats, mais dans leur meeting, ils disent, bien que M. Thiam ne soit pas retenu par le Conseil constitutionnel, il est candidat et il va gagner les élections. Bon, par quelle alchimie? Si ce n'est pas par une élection. Voilà, parce que le Conseil constitutionnel a décidé, les institutions fonctionnent, et donc sa décision est susceptible de recours. Par quelle alchimie M. Thiam devient candidat et gagne les élections? Par quelle alchimie M. Gbagbo devient candidat et gagne les élections? Il faut qu'on nous explique. Voilà, parce que pour moi, à partir du moment où le Conseil constitutionnel a décidé, et la date de la campagne donc a été fixée, c'est à partir d'aujourd'hui, ils ne sont pas dans la campagne, ils ne sont pas sur la liste des candidats retenus. Comment ils deviennent candidats et gagnent les élections? Il faut qu'on nous explique par quelle est la loi dans notre pays qui permet à quelqu'un qui n'a pas été retenu par le Conseil constitutionnel donc d'être candidat à une élection présidentielle. Il faut qu'il nous explique. Voilà. Merci beaucoup, M. Kokoura. M. Kevin, il est là? Je suis là, je suis bien présent. Ok. Kevin, vas-y, tu as quelques 6 minutes aussi pour répondre. Et puis on va donner la parole aux autres, s'il te plaît. Effectivement, il y a d'autres personnes qui sont montées. Ils ont aussi le droit de s'exprimer. Je voudrais à nouveau saluer tous ceux qui sont montés, Kokora, je vois Lacan, je vois Pachi, Lucky. Bon, Lucky était là avec nous. Alors, moi, je voudrais d'abord, dans un premier temps, lorsque j'entends le RAGP parler de respect de la loi, ça me donne, je souris souvent parce que, voyez-vous, nous sommes en face des personnes qui ne respectent eux-mêmes pas la loi. Je vais dire quelque chose qui est simple. Lorsque le code électoral nous dit que chaque année, il faut organiser une RLE et que le président de la commission électorale indépendante affirme que il n'y aura quasiment pas de RLE cette année. Je crois que hier, il s'est exprimé, il a même dit que lui, en tout cas, il pense organiser les élections législatives et c'est après les élections législatives qu'effectivement, il pourra donc, sinon, le nouveau bureau qui sera donc mis en place organisera donc une RLE. Donc, je veux dire, on est parti pour une année 2025 sans RLE. C'est pas ce que dit ou indique ou semble indiquer donc, je veux dire, notre code électoral. Il a justifié cela en disant que, vu que la Constitution est supérieure à la loi, et pour certaines contraintes, donc, on allait organiser les élections sans organiser une RLE. Voilà comment il a justifié la chose. Pourtant, nous sommes dans un pays, rien n'indique que, je veux dire, on respecte la Constitution, mais on respecte aussi la loi. C'était, je veux dire, le travail de la Commission électorale indépendante d'organiser une RLE en respectant, bien entendu, cette prescription législative et sinon aussi en respectant aussi, bien évidemment, la disposition constitutionnelle qui indiquait donc la date du 25 octobre. C'était à eux de s'organiser pour respecter les délais, tout simplement. Mais quand on ne le fait pas, ça signifie qu'on ne respecte pas la loi. Et je n'ai pas vu le RAGP s'en offusquer ou dénoncer ce fait-là. Donc, il s'accommode de cette situation. Ça, c'est la première chose d'abord que je voudrais indiquer. C'est pour ça que je dis, faudrait pas que nous soyons dans un pays et que la loi, la perception de l'application de la loi soit à géométrie variable. Et c'est ça le problème. Et c'est ça qui crée l'injustice, le sentiment d'injustice dans un pays. Tout simplement. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai voulu d'abord relever. Deuxième chose concernant les libertés. Aujourd'hui, le constat est clair. Il y a des dizaines, voire de militants du PDCI aujourd'hui qui sont arrêtés, les arrestations continuent. Parce que depuis
cette semaine, il y a plusieurs arrestations qui ont lieu. En tout cas, nous avons vent de plusieurs arrestations de militants du PDCI, de militants du PPACI, et ça continue. Dans un pays, lorsque des militants appartenant à un parti politique sont arrêtés et que les arrestations persistent, voire se multiplient, mais il y a un problème. Il y a un problème qui se pose. Voilà, il y a un problème. Et très souvent, je vais dire, ces arrestations sont liées à des prises de parole ou à un certain nombre de choses. Certaines personnes vont me dire qu'effectivement, non, la liberté d'expression n'est pas un droit absolu. Je suis totalement d'accord. Mais bon, ça laisse quand même à désirer. Certains éléments qu'on nous présente. Je prends par exemple le cas de M. Ziggy, par exemple, où il a eu à affirmer, en tout cas la vidéo qui est présentée, véhiculée, sinon présentée par les militants, cyber-militants, RAGP sur la toile. Pour nous autres qui analysons cette vidéo, nous on ne perçoit rien qui est censé l'emmener là-bas. Voilà, donc pour moi, je dis, il y a un problème d'appréciation sur ces questions-là. Et ça, c'est des faits. Aujourd'hui, les partis d'opposition, j'ai chuté là-dessus parce que vraiment, c'est ce point qui m'intéresse. Les partis d'opposition décident donc, je vais dire, de faire une manifestation, de faire une marche. D'abord, la marche avait été programmée pour le 4. Qu'est-ce qui empêchait, ou bien qu'est-ce qui emmenait justement ces personnes, je vais dire, l'autorité administrative à encadrer cette marche, surtout que ces partis politiques ont toujours organisé des manifestations et ça s'était très bien déroulé à chaque fois. Le grand frère Kokora me dit que compte tenu des élections, compte tenu d'un certain nombre de choses, etc. et tout ça, donc on interdit, je vais dire, les manifestations. Est-ce que cette décision-là prise par le Conseil national, je vais dire, national de sécurité, et tout à l'heure j'ai posé la question, est-ce que le Conseil national de sécurité est au-dessus de la Constitution? C'est une question que j'ai posée, j'ai pas eu de réponse. Jusqu'à preuve du contraire, pendant que je suis en train de parler, j'ai posé la question, j'ai pas eu de réponse. Est-ce que le Conseil national de sécurité est au-dessus de la Constitution? Mais bon, moi, là, à ce niveau-là, je voudrais même pas accuser le RAGP au consort. Je crois qu'ils ont pris la mesure qu'il faut. Mais tout à l'heure, je parlais, j'ai dit, il faudrait que les partis politiques, parfois, lorsque le gouvernement voit certaines autorités prendre des décisions, mais poursuivre ces décisions en justice. Il y a des recours pour excès de pouvoir qui existent. Le Conseil de sécurité n'est pas au-dessus de la Constitution. Donc, si le Conseil de sécurité prend une décision qui est contraire à l'esprit de la Constitution ou contraire à certaines dispositions ou qui vont à l'encontre donc de certains droits fondamentaux, mais c'est aux partis politiques aussi de prendre des initiatives, ou même la société civile aussi de prendre des initiatives en vue de porter la décision illégale ou illégale donc devant l'autorité judiciaire compétente afin de faire annuler cette décision-là. Ça aussi, c'est des moyens aussi qui peuvent donc se présenter tout simplement. Mais moi, pour ma part, comme l'a dit André Sylvain Conan, on aurait dû autoriser les manifestations de l'opposition et les encadrer. Parce que ne pas autoriser va créer beaucoup plus de problèmes qu'une marche qui est autorisée. Ça, vraiment, c'est ce que je tenais à dire. Supposons que demain, les gens sortent. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? La répression en pleine période électorale? Quelle image, je veux dire, vous allez... quelle image cela quelle image va ressortir de tout ça? On va dire encore que voilà, dans un pays, il y a la dictature, les gens ne peuvent pas manifester. Voilà, ils sont en train de taper sur l'opposition. C'est l'image qui va ressortir. Kevin, 45 secondes. Non, je vais m'arrêter. Daouda, il y a des injures en bas, on nous dit les barbiers, tout ça, c'est pas bien. Le procureur surtout a parlé de ça, il a dit des commentaires là. Vraiment, faites attention, n'insulte pas. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais pas besoin de m'insulter barbier en commentaire et tout ça. C'est ma position, il faut respecter ça, c'est tout. Depuis que je suis ici, j'ai pas insulté quelqu'un. Donc, je vais m'arrêter sur ça, Daouda, merci. Merci beaucoup, Kevin. La canne, vas-y. Et puis, avant que la canne ne commence, ceux qui sont en train d'insulter, voilà, si vous insultez quelqu'un, si je ne vous bloque pas là, changez mon nom. Changez mon nom. La canne. Daouda, tu as signé ça. Tu cherches. Je suis au guichet. Je suis au guichet. Quel guichet? Guichet automatique. Donc, tu n'es plus au restaurant? Non, du restaurant. J'ai fini de manger à longtemps. J'ai fini de manger. Je ne sais pas où ils sont. Ah. Bon, laisse la canne parler, j'arrive. Je suis venu faire un transfert à Abidjan, en fait, pardon. La canne, vas-y. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est ce que j'ai dit tout le temps. Quand j'écoute Dr Kev, j'ai l'impression qu'il a une mémoire orientée et sélective. Quand il parle justement de la révision de la liste électorale, telle que prévue par le code électoral en son article 6. Et lui, il dit que vu que ce code, la révision du code électoral, de la liste électorale, pardon, n'a pas été faite cette année, et lui n'a aucunement vu le RHDP dénoncer ça, c'est qu'ils sont entièrement d'accord avec ça. Mais il faille faire des rappels. J'ai tout dit que l'article 6 du code électoral, qui est en vigueur aujourd'hui,
qui dispose que la commission en charge des élections doit faire la révision annuelle de la liste électorale pour tenir compte des mutations intervenues dans le code électoral. Cette disposition-là, elle n'est pas nouvelle. Elle date de 2000. Si vous prenez le code électoral de 2000, voté par référendum, qui n'est-ce pas est la loi numéro 2000-514 du 1er août 2000, l'article 6 n'a jamais subi de modification. Mais quand tu vas poser la question à Dr Kev, entre 2000 et 2025, est-ce qu'il y a eu 25 révisions du code électoral? Non, je ne pense pas. Ça n'a même pas été fait. Il y a eu des années ici où il n'y a pas eu de RLE. Donc, elle a dit que vu que le PDCI n'a pas dénoncé ça, le PDCI était d'accord avec ça. Donc, si je reste dans ta dynamique, étant donné qu'il y a eu des années où il n'y a pas eu de RLE, le PDCI n'a pas dénoncé, donc vous étiez de fait d'accord avec ça. Si vous avez été d'accord avec ça hier, pourquoi vous n'êtes pas d'accord cette année? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Si vous avez été d'accord autrefois, pourquoi cette année-là? C'est cette année-là vous n'êtes pas d'accord. Et moi, je l'ai dit, il faut sortir de l'escroquerie morale. Les faits sont là. Parlons même du cas Ziggy. Vu que tu es si friand, hein, je vais dire de l'application stricto sensu des textes. Quand Ziggy se permet de dire ici, dans ses propos, il appelle les gens de sortir, de prendre, de prendre le domaine public, hein, les maquis, EBA, etc., à l'effet justement de mettre pression sur le Conseil constitutionnel. On va voir, quand le Conseil constitutionnel va voir le monde dehors, on va voir la pression populaire, on verra s'ils vont dire le droit ou pas. Mais la question est-ce que le Conseil constitutionnel, pour rendre sa décision, c'est sur la pression populaire il se fonde, ou bien c'est au regard des dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires à vigueur en Côte d'Ivoire? Donc, au nom de quoi, le monsieur demande qu'il y ait une pression populaire dehors? Que les gens puissent sortir pour mettre une pression sur le Conseil constitutionnel. Depuis quand dans ce pays-là, quand le Conseil constitutionnel est amené à délibérer, depuis quand c'est une pression qui fonde sa décision? Donc, à partir du moment où quelqu'un demande que les gens puissent sortir pour mettre pression sur le Conseil constitutionnel, il y a des questions qu'on doit se poser. Après l'écoute est relative. Hein. Toi, tu peux estimer que hein, dans ses propos, il peut ne pas avoir de propos qui tombent sur le coup de la loi, mais ce qu'il a dit est très grave. C'est un appel à l'insurrection voilée. Donc, quand tu me dis qu'il y a eu des arrestations, moi je fais rire. Parfois, à vous écouter, parfois, on a l'impression que vous n'avez jamais gouverné ce pays-là. Vous n'appartenez pas à un parti politique qui a déjà été à la tête de ce pays-là. Mais l'immunité parlementaire, là, cher monsieur, c'est régi par nos tests, c'est garanti par nos tests, je vous l'ai dit. En 99, ici, là, tout le directoire du RDA a été arrêté. Le ministre Amadou Gon Coulibaly, dont je salue la mémoire, qu'Allah lui fasse miséricorde. Vous avez tenu compte de son immunité parlementaire avant de le mettre aux arrêts? Est-ce qu'il a été arrêté en flagrant délit? Vous avez fait fi de son immunité parlementaire. Et toi, tu vas nous dire, oui, il y a des gens, il y a des militants du PPACI, il y a des militants du RDR, du PDCI qui se font arrêter pour des opinions. Mais il faut écouter ces opinions-là. Quand ils s'expriment, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que ce qu'ils disent là, l'opinion qu'ils expriment là, tombe sur le coup de la loi? Est-ce que le fait d'insulter quelqu'un là, c'est une expression? Je m'exprime en t'insultant. Mais ça tombe sur le coup de la loi. Quand je tiens un propos injurieux, ça tombe sur le coup de la loi. Mais je me suis exprimé. Je peux dire au nom de la liberté d'expression, je peux me permettre d'insulter quelqu'un, ou bien de diffamer contre quelqu'un, mais en même temps, ça tombe sur le coup de la loi. Donc, l'expression aussi a ses limites. La liberté d'expression, on parle de liberté d'expression, c'est pas synonyme de libertinage. Et la question, la meilleure personne qui a répondu à ça, c'est, je vais dire, c'est Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social. Les hommes, pour vivre en parfaite harmonie en société, ils doivent céder une partie de leur liberté. Parce que si on est dans une société qui n'est pas encadrée par des textes, dont on peut tout se permettre, on peut tout dire, mais on est dans un no man's land, on tombe directement dans une jungle. Momo, 1 minute et puis tu chutes. D'accord. Donc moi, franchement, il faut que les gens arrêtent ça. Cette question de dire, non, hein, le président de la CEI dit, hein, je vais pas faire de RLE, mais il a expliqué, il a motivé les raisons pourquoi il dit qu'il peut pas, c'est impossible. En même temps, il faut vous rappeler que c'est vous qui avez mis, ici, il n'y a pas RLE cette année aussi là. C'est vous qui avez retardé le processus de révision de la liste électorale l'année dernière. Vous de l'opposition là, c'est vous. C'est de votre faute. Si le processus a été retardé. Donc le monsieur, il est pris par le temps, et au regard, je vais dire, de la technique, de tout ce qui encadre le processus de révision de la liste électorale. Il dit c'est pas possible.
Non, il y a quoi de mal dedans? Maintenant, en ce qui concerne, c'est sur ça que je vais chuter. En ce qui concerne votre manifestation de demain, toi-même tu as tranché sur la question. Je pense que le débat est clos. À partir du moment où tu dis que les militants de l'opposition ont toujours manifesté dans ce pays-là, rien ne s'est passé. Il n'y a pas eu de dégâts. Donc, la liberté d'expression est de mise dans ce pays-là. Cette disposition constitutionnelle, notamment l'article 20, qui garantit la liberté de manifester, est toujours garantie dans ce pays-là. Sauf que pour des circonstances, en raison des circonstances, en raison de notre histoire particulière avec le processus électoral dans ce pays-là, le Conseil national de sécurité prend une décision. Laquelle décision nous devons nous soumettre à cette décision-là? Si on ne vous a pas interdit de manifester, si on vous dit de ne pas manifester aujourd'hui pour telle ou telle raison, au nom du principe républicain, vous vous soumettez à ça. Et quand tu prends l'article 20 même là, l'article 20 te dit la liberté de manifester est garantie. Est garantie, 7. Mais elle est soumise à condition. Sinon, pourquoi vous soumettez une autorisation ou une demande d'autorisation de manifester à l'autorité compétente? Pourquoi vous le faites? C'est parce qu'il y a des conditions. Il revient à l'appréciation de l'autorité compétente d'autoriser ou de ne pas autoriser cette manifestation-là au regard des circonstances. Quand la Constitution dit j'ai le droit de me déplacer sur tout l'étendue du territoire national et que en raison des circonstances particulières, par exemple le Covid, on dit je ne peux pas sortir de mon pays. Mais c'est la Constitution qui dit je peux me déplacer, je peux aller, j'ai le droit d'aller, revenir dans mon pays quand je veux, comme je veux. J'ai le droit de me déplacer sur tout l'étendue du territoire national. Si par exemple, pendant le Covid, on dit il y avait tel coin qui était zone rouge, je ne peux pas accéder à tel coin. Donc on ne respecte pas la Constitution. Donc il fallait faire recours aussi à cette décision-là, parce qu'elle est anticonstitutionnelle. En tant que docteur en droit, en tant qu'homme de droit, franchement, merci beaucoup, la canne. En tant que docteur, là, il faut garder ça. Kaza, tu as la parole. Ouais, mon petit frère, là, lui, là, il t'amène. Il faut fermer ta bouche. Kaza, tu es là? Monsieur Kaza. À 10h du matin. Ok, vas-y, Kevin, vas-y. Kevin, Kaza n'est pas là maintenant. Merci. Alors, je veux simplement, il y a Kokora même qui doit parler. Je vais pas être long, hein. Je veux juste revenir sur un petit truc qui m'a un peu dérangé à travers ce mensonge qui est sans cesse véhiculé par le RAGP, sinon le RDR, parce qu'à l'époque c'était le RDR. On nous fait comprendre qu'en 99, toute la direction du RDR a été arrêtée. C'est-à-dire on essaie de présenter ça comme si, en réalité, le président Bédié a arrêté toute une direction, ce qui est totalement faux. Puisque aujourd'hui on a le témoignage, je vais dire, d'une personne qui était présente sur les lieux, Madame Nadi Bamba, qui a été arrêtée au même moment que Monsieur Amadou Gon Coulibaly et Madame Dagrid Diabaté, qui a témoigné clairement. Voilà, c'est ces trois personnes-là qui ont été arrêtées au siège du RDR. Il s'agissait aucunement d'une arrestation concernant une direction, ce qui est faux. Ce sont les personnes même qui se sont elles-mêmes, je vais dire, constituées prisonnières, qui se sont rendues et qui ont dit que, comme vous avez arrêté certains cadres, donc nous aussi, vous allez nous arrêter forcément. C'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, le président Bédié, grand humanisme, a pris des dispositions. Et Madame Nadi Bamba était claire, elle était formelle. Où elle a même dit à Nadi Bamba que je vais sortir bientôt parce que le président Bédié a pris des initiatives pour ça. Pour qu'elle puisse fêter notamment Noël avec sa famille. Elle était dans une suite. Alors, ce que je dis là, je suis pas en train d'inventer puisque c'est public. Puisque c'est Madame Nadi Bamba, témoin oculaire des faits, au moment des faits, qui nous a relaté cela sans que, je peux le dire ainsi, aucun cadre du RDR n'a pu remettre en cause les dits de Madame Nadi Bamba. Donc, je veux dire, ça c'est un mensonge et ça ne passera pas. Les mensonges là, c'est terminé. C'est-à-dire, non, on a subi ça, on a fait ceci. Non, on va rectifier les choses. Parce que à force de répéter un mensonge, ça devient une vérité collective et je crois que c'est ça qui a créé beaucoup de tort à ce pays-là. Merci Daouda. Je peux répéter. Attends, attends, il y a Koukoura qui doit prendre la parole aussi. Voilà, c'est moi qui ai cité, comment on appelle, l'incarcération de la direction du RHDP et du RDR. Alors Kevin, je souhaite que dans ce débat, tu montres un peu plus sur autre chose que ça, ok? J'ai dit une chose, tu peux demander Koukoura, quelles sont les preuves? Nadi Bamba n'est pas Dieu sur terre. Quand on dit que sur la base de son témoignage, tout ce que les autres vont dire est faux et du mensonge. Je crois que la CAN a rappelé que tu es docteur en droit. Donc fais attention. Nadi Bamba, elle est du PPAC.
elle donne un témoignage. Et je ne dis pas que son témoignage est faux, moi c'est pas ce que je dis. Ce que j'ai dit, c'est que Ariel Diabaté était en prison, Amadou Gon était en prison, Ngolo Koulibaly était en prison, qui encore, Ahmed était en prison, et donc plusieurs personnalités étaient en prison. Ils nous disent qu'ils se sont constitués prisonniers. Comment on se constitue prisonnier? Est-ce que parce que je veux aller en prison, je me présente devant une prison, et puis on me met dedans? À un moment donné, il faut arrêter. Quand elle dit que le président Bédié, humaniste qu'il est, avait pris des dissolutions, donc pour que Ariel Diabaté, donc, pas fêter chez eux, chez elle et autres, pas se passer, pardon, les fêtes de fin d'année à la maison. Mais on a aussi d'autres témoignages. Hein. On a le témoignage de Woyen. Donc, il dit s'être mis à genoux pour demander pardon au président Bédié à l'effet de les libérer et de pouvoir passer la fête dans de Noël chez eux. On a aussi en mémoire le discours du président Luc Bédié au Parlement, non, à l'Assemblée nationale, qui disait qu'il allait châtier ses opposants et qu'il ne libérera personne. La fête, je te rappelle, que le 24, le 23, après son discours le 22, le 23, il est parti à Daouk sans qu'une décision soit prise. Alors que la fête c'est le 24. Donc à quel moment il a pris des décisions pour qu'elle puisse aller fêter à la maison? Et donc ce qu'elle dit là, sur la base de ça, tu traites les autres de menteurs. Moi je pense qu'il faut respecter les autres, c'est très important. Voilà. Dans un débat, on n'est pas obligé de dire ce que l'autre dit est faux, est un mensonge. Voilà. Ça tu peux le conseiller contre mensonge, mais là il y a ton problème. Chacun donne son avis et dit ce qu'il a vu, ce dont il a été témoin. Voilà, donc Madame Nadi Bamba, heureusement que tu cites Madame Nadi Bamba, tu cites aucun procureur, tu cites aucune autorité, tu cites quelqu'un qui est encarté au PACI et qui fait son témoignage. Sur la base de quoi toi tu estimes que ce qu'elle dit là, c'est la vérité absolue. Il faut arrêter, voilà. Merci beaucoup, Gougoura. Bon, la carte, je voulais faire et puis voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ma connexion est en train de me lâcher ou quoi? Je crois que le doigt était plus... Vas-y. Oui. Et quand il dit que les autres sont allés se constituer en prisonniers, est-ce qu'on décide librement de se constituer en prisonnier? C'est-à-dire, moi, je me lève aujourd'hui, je dis, bon, je suis fatigué de la vie. Hein, je me rends à la MACA, je dis, bon, enfermez-moi. Et puis on m'enferme. Au nom de quoi? Il y a quel texte qui dit que quand quelqu'un dit, il n'est pas d'accord avec, il vient dire, je vais me constituer en prisonnier, hein, alors que il n'est pas dans une procédure judiciaire, et il faut l'arrêter et puis il faut le mettre en prison. Et ça aussi, quand on parle de ça, on nous dit non. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec ces arguments éhontés là. Parce que ça n'a aucun sens, ça n'a aucune substance. Nadi Bamba. Mais c'est que, pourquoi j'ai fait mention à ça? En fait, tu dévies le fond du débat. Là, on est en train de parler de X, tu vas tomber sur Y. On dit, toi, tu dis, il faut appliquer les textes. Toi, tu dis, il faut faire ci, il faut faire ça. Il dit, mais quand vous étiez au pouvoir, là, tout ce que tu dénonces, là, il y a eu des manquements. Lesquels manquements? Vous n'avez pas respecté l'immunité parlementaire d'Amadou Gon Coulibaly. Mais Lacan, moi, permets-moi, je vais poser juste une question assez banale. Je pense que c'est pour Kokora et toi. Parce que finalement, moi, je suis un peu embêté par cette situation-là. Chaque fois qu'un membre de l'opposition sort une situation pour dire, bon, ça, c'est pas juste tout et tout, vous lui rappelez 5 ans, vous lui rappelez 10 ans en arrière, 15 ans en arrière. Est-ce que ce qui n'était pas bon hier là, au nom de ça, toi tu dois le refaire en 2025 là, sachant qu'on sait tous que en 2015, en 2010, c'était pas bon. Ce qui n'est pas bon hier n'est pas bon aujourd'hui. Mais pourquoi chaque fois? Parce que lui il a fait ça, donc nous aussi on a fait ça. Est-ce qu'on va rester dans ce perpétuel recommencement? Voici ma question. Avant que le doyen ne prenne la parole, moi je vais apporter une réponse simple. Si tout à l'heure on a tous écouté le doyen a dit une chose qui est très factuelle. Il dit on reconnaît que la Côte d'Ivoire on n'est pas dans le meilleur des mondes. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu des améliorations. Ce que nous on refuse et ce qu'on ne peut accepter aucunement pas, c'est que des gens qui n'ont même pas un vélo viennent se moquer de nous qui avons une voiture. Même si c'est une Twingo. C'est ça. Des gens qui hier ont fait pire que nous. Nous qui sommes dans un processus d'amélioration, viennent nous dire que vous êtes en train de faire pire. Pourtant, ils ont fait pire hier. Voilà Et donc, parfois, il est très important de leur rappeler leur passé. C'est ça. Parce qu'ils ne peuvent pas venir nous dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de liberté d'expression, alors que c'est sur nous que le délit de presse a été dépénalisé. Donc, quand moi je vois un journaliste qui va sur un plateau de télé, ou bien, je vais dire un politique qui va sur un plateau de télé à une heure de grande écoute, et qui vient dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire, quand on sait que hier, le patriote, des sièges comme le patriote dont le siège a été incendié 2 fois. Donc, il ne peut pas venir nous donner des leçons. Le siège de quel organe de presse de 2011 à 2025 a été incendié?
Voilà pourquoi on ne dit pas que, oui, on dit, oui, il faut améliorer. On continue de s'améliorer. En 15 ans, on ne peut pas transformer la Côte d'Ivoire en 15 ans comme un coup de bâton magique. On est d'accord que oui, il y a des choses à revoir, il y a des choses à faire, il y a des choses à améliorer. Mais le fait que le frère vienne nous rappeler, vienne nous dire non, 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 oui, ils ont arrêté telle personne, on ne sait pas pourquoi, ils ont arrêté telle personne, alors que les faits pour lesquels ces personnes ont été arrêtées, ils sont bien faits, ils sont bien là. Et ça tombe sur le coup de la loi. Mais il dénonce pas ça. Lui, tout ce qu'il dénonce, il a été arrêté. Quand il a parlé de Ziggy, j'ai dit tout à l'heure, mais ce que Ziggy a dit là, quand Ziggy appelle à ce qu'il y ait Ziggy demande qu'il y ait une pression populaire pour influencer la décision du Conseil constitutionnel, est-ce que c'est légal? Mais il ne répond pas à ça. On nous sort des gymnastiques. C'est bien noté la canne. Avant de donner la parole à Élysée, le modéré, comme je sais que tu es très opposé à leur position, c'est quoi ton avis? Tu as écouté le débat, si tu n'as pas écouté, c'est pas mieux, tu as fermé ta bouche pour écouter. Et puis après, quand tu as mieux compris, tu as parlé. Non, c'est juste une question que je voulais poser à Kokora et puis la canne, et surtout à Kokora aussi. Non, mais si c'est question, écoute d'abord le débat alors. Si tu as écouté le débat, laisse-leur donner leur avis. Non, c'est par rapport à ce que tu as dit. C'est par rapport à ce que tu as dit. Je voulais un peu enchérir à ce niveau-là. C'est bon? Daouda, c'est par rapport à ce que tu as dit, c'est bon? Vas-y. Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'on vient, on nous ramène carrément en arrière. À chaque fois qu'on vient, on nous ramène carrément en arrière. J'aimerais demander comment l'État fonctionne en fait. Le budget de l'État, là, comment c'est réparti et comment ça fonctionne. Et j'aimerais dire, étant donné que de 2003 jusqu'en 2011, l'opposition était majoritaire dans le gouvernement de Gbagbo, comment est-ce que l'opposition utilisait eux les budgets, c'est-à-dire le ministre Amadou Gon Coulibaly qui était à l'agriculture, le budget qui était alloué à l'agriculture, comment est-ce que c'était utilisé? Si c'est Bakongwe ou tous ceux qui étaient là. Parce que si les gens de Gbagbo ne travaillaient pas, ils payaient les RAF 4, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient de leur budget? Puisqu'on dit que la Côte d'Ivoire n'a rien fait, toujours on les ramène en arrière. S'ils pouvaient un peu m'expliquer à ce niveau comment ça fonctionnait, ça allait être intéressant. C'est à Kokora que je posais la question. Mais je pense que le modèle est parti un peu trop derrière. Non, laisse-moi dire un mot, s'il te plaît. D'abord, il est hors sujet. Voilà. Hors sujet, ce matin, personne n'a parlé du bilan donc économique ou infrastructurel, donc des projets conduits par le gouvernement de Gbagbo. Personne n'a parlé de ça. Bien que j'ai une réponse à ce que tu dis, parce que si tu ne le sais pas, c'est le président de la République, donc qui est le chef, qui est le patron de l'exécutif, c'est lui qui ordonne, ou c'est celui qui donne son accord pour un budget à partir des explications donc, qui ont été faites. Un ministre de la République ne décide pas de lui-même combien il faut donc donner en termes de budget à son ministère et comment il doit l'utiliser. C'est le président de la République qui décide tout. Et le budget passe devant les parlementaires. Voilà. Et c'est là-bas que le budget donc, est voté, après avoir obtenu le cutus donc, de l'Assemblée nationale, et donc son exécution commence. Donc si tu ne sais pas ce mécanisme, moi je te demande de demander aux gars du PDC RDA, aussi qui étaient dans le gouvernement, ils vont mieux t'informer comment le budget se montait, comment ils étaient exécutés en fonction des projets du président de la République. C'est le président de la République qui, en conseil des ministres, prend des décrets en ce qui concerne des projets ou donne son accord après conseil de gouvernement et qui, ces dossiers donc des ministres passent devant le président de la République. Si ce projet n'est pas bon, ou bien s'il faut l'améliorer, en tout cas c'est le président de la République qui décide. Un ministre ne décide pas, c'est un exécutant. Il faut noter ça quelque part. Maintenant, quand nous... Ça dit, écoute-moi s'il te plaît. Vous savez, c'est très important. Puisque, comme Gbagbo l'a dit, un homme, quand il marche là, il laisse des traces. Et puis, une république aussi a des traces. Quand quelqu'un de l'opposition aujourd'hui s'étonne que le gouvernement, n'étant pas au-dessus de la Constitution, ne peut pas prendre une décision d'interdiction d'une marche qui est un droit constitutionnel, moi, ça me pose un problème. Voilà pourquoi ils sont obligés de lui rappeler que ceux qui se plaignent aujourd'hui ont géré ce pays et ont posé des actes de la même dimension ou au-delà même de cette dimension. Parlons de marche. Il dit un meeting qui est une occasion d'expression libre d'un parti politique légalement constitué en 1999 a été interdit par le pouvoir PDC-RDA. Est-ce qu'en ce moment, le pouvoir PDC ou l'exécutif était au-dessus de la Constitution? J'ai dit, en dessous Gbagbo, la marche de 2004 a été interdite, formellement interdite, et des zones au plateau a été décrétées zones rouges, donc où personne ne pouvait y aller. Alors que la Constitution dit, comme Lacan l'a dit, nous avons le droit d'aller et de venir sur l'ensemble du territoire. Donc pourquoi il s'oppose? Donc je l'emmène vraiment en arrière pour lui dire, comme c'est les juristes qui parlent de jurisprudence, pour lui ramener donc l'histoire, pour qu'il puisse comprendre que la République a des règles. Et comme Lacan l'a dit, c'est pas parce que la Constitution dit la liberté est un droit constitutionnel et que même si j'ai volé, je dois être en liberté. C'est comme on appelle, cette liberté est garantie et encadrée par la loi.
par les décisions de justice, les décisions de la République. Donc quand l'État, l'exécutif qui est en charge de la sécurité de l'ordre public, et c'est vous les juristes qui disent que l'ordre public est au-dessus de tout. Et donc si l'autorité qui est en charge de l'ordre public dit cette manifestation doit être interdite pour des raisons d'ordre public, pourquoi est-ce que tu penses que c'est contraire à la Constitution? Donc moi je pense qu'en tant que non seulement contemporain de l'histoire de notre pays, pour avoir vécu dans notre pays, pour avoir été informé d'un certain nombre donc de choses faites dans notre pays, et aussi de surcroît on est juriste, mais on ne peut pas se poser ce genre de questions, tu vois. Si quelqu'un est condamné, on dit aujourd'hui les Blaise là ou bien quelqu'un là, on dit quand tu es condamné, tu ne peux pas aller dans certains endroits de la Côte d'Ivoire. Pourtant la Constitution ne le dit pas. Mais est-ce que c'est contraire à la loi? C'est contraire à la Constitution? Non. La Constitution, elle est là, mais il y a des exceptions. Lorsque la même loi décide, donc, alors que les lois qui soient restreignent donc les libertés, ne sont pas anticonstitutionnelles. Ça n'allait pas exister. Maintenant, si dans un pays, on dit, bon, parce que la Constitution décide que tout le monde peut faire ce qu'il veut parce qu'il est libre, alors moi, un matin, je me lève et puis je dis, bon, je prends tout mon village, on marche à Yamoussoukro, on marche à Abidjan, parce que c'est le droit qui le dit. Moi, je pense qu'il y a des arguments qu'il faut laisser tomber. Voilà. C'est un peu ça ce que je voulais dire. Dada, s'il te plaît. Dada, j'ai une motion. Monsieur Kokora. Non, s'il vous plaît, le modéré, s'il te plaît, le modéré. S'il te plaît, ce matin, tu es venu, si tu veux poser question, tu as posé question, tu as eu Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. C'est pas grave. J'ai une motion. C'est pas grave. Attends tour de parole. Attends tour de parole, pardon. Kevin, patiente. J'ai donné la parole à Élisée. Élisée aussi va donner son avis, s'il vous plaît. Si on fait du ping-pong, les autres n'ont pas d'exprimer. 30 secondes seulement, en fait. C'est pour rectifier quelque chose. Donc, rectifie et puis on va avancer, pardon. Voilà. Parce que Kokora a dit qu'en 2004, ils ont interdit une marche, etc. et tout ça. Mais oui, parce que nous étions dans un régime d'exception. C'est parce que nous étions dans un régime d'exception qu'il n'y a pas eu d'élection en 2005. C'est parce que nous étions dans un régime d'exception que le président Ouattara a pu être candidat en Côte d'Ivoire. Donc oui, nous étions dans un régime d'exception. C'est pour ça que le président Gbagbo pouvait se permettre justement d'interdire des marches, etc. et tout ça. Il y avait une rébellion dans ce pays-là. C'est si cette histoire dit que les ministres sont des exécutants, je pense qu'à un moment donné, il faut assumer pleinement le rôle qu'on a joué au sein du gouvernement de Gbagbo. Et c'est pour ça que depuis toujours, je dis que le RDR ou le RAG ont participé justement à tous les gouvernements avec Laurent Gbagbo. Ils ont participé avec des ministres, etc. dans ce gouvernement. Et si aujourd'hui on nous parle d'échec du président Gbagbo, bien entendu, le RDR a échoué également avec le président Gbagbo. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Ok. Daouda, tu vois, non, mais tu vas permis que c'est ça qu'elle est. est-ce que je peux dire un mot? Monsieur Kokora, ma question là, est-ce que tu l'as bien entendu? Non, modéré, attends. Faut pas aller dans le truc comme ça. Vous savez, c'est pourquoi il veut ma question. Ils n'ont pas compris. On a compris, mais écoute. Il va répondre rapidement. Kokora, en 1 minute 30 secondes. Non, 1 minute c'est trop. Voilà, il dit en 2004 c'était une exception. Mais en 2004, en 99, c'était pas une exception. Hein? Et ça, c'est ton parti qui a interdit même un meeting. Qui a interdit un meeting comment on appelle ça, à Dabou. C'était un régime d'exception. Comme vous aimez défendre Gbagbo, défendez-le, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu dis donc de 99? Qu'est-ce que tu dis des étudiants qui étaient attachés sur les lits d'hôpital, tels que Blé Goudé? C'était un régime d'exception? Il faut arrêter. Maintenant, si tu estimes que le RHDP ou bien le RDR a échoué avec Gbagbo, mais le PDC a échoué avec Gbagbo également, mais Bédi est incohérent, le PDC est incohérent parce que c'est le PDC qui a dit trop c'est trop en dénonçant les dérives du gouvernement de Laurent Gbagbo. C'est Bédi qui a dit que la Côte d'Ivoire a été rendue dangereuse et infréquentable par Laurent Gbagbo. Donc le Bédi est incohérent, le PDC est incohérent. Donc, ne sont pas les seuls à décrire la gouvernance de Laurent Gbagbo, alors que tout le monde y a participé. Donc, avant de nous donner des leçons de cohérence, là, il faut dire à ton parti donc qu'il est incohérent. Et dire à Thiam qu'il est incohérent, parce que c'est lui qui a dit que le gouvernement de Gbagbo a tenu des discours violents extrémistes. Et voilà pourquoi il a perdu les élections. C'est un gouvernement qui a... Merci beaucoup. Il a dit, voilà. Donc, va dire à tes gars là qu'ils sont incohérents, et donc ils n'ont pas à critiquer le pouvoir de Laurent Gbagbo, alors qu'ils l'ont fait. Merci beaucoup, Kokora. Élisée Boligo, tu as la parole. Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. En tout cas, merci de me passer la parole. J'ai pris le temps d'écouter un peu les uns et les autres. Je vais faire mon développement et puis je vais terminer avec un appel que je vais lancer un peu à l'endroit de tous, au regard de tout ce que j'ai entendu tout à l'heure dans les différents échanges. Déjà, je voudrais qu'on parte sur... Je crois que le sujet même, il est parti sur la manifestation prévue par l'opposition le demain, samedi 11. Et puis après, il y a eu toutes ces, je vais dire, ces dérivés à côté. Mais je veux déjà que quelqu'un tout à l'heure dans ses propos a dit que la Constitution, à son article 20, garantit le droit aux manifestations.
Je sais pas si Daouda a la constitution à côté, parce que moi, j'ai pas ça. Je n'arrive pas à lire vu que ça suit le téléphone. Oh, je peux pas. Non, malheureusement, je suis en train de bouger. Oui, mais non, mais on a la substance, j'ai la substance en tête. Quand vous lisez l'article 20 de la Constitution, effectivement, qui garantit le droit aux manifestations, il vous dit que le droit de manifester et autres est garanti par la loi. C'est ce que la Constitution dit, garanti par la loi. Ça veut dire ce droit de manifester là. C'est pas un droit qui t'est donné et puis tu l'utilises comme tu veux, hein. On dit c'est garanti par la loi. Ça veut dire que la loi vient préciser la manifestation en question. Comment, dans quel cadre, dans quelles circonstances ça peut avoir lieu. Donc la loi vient préciser ça. Parce qu'on vous dit bien, ces manifestations sont garanties par la loi. Je veux vraiment qu'on ne prenne pas justesse. C'est pourquoi souvent quand je suis sur le plateau, je dis, ne prenez pas les éléments de langage de vos dirigeants politiques comme des paroles d'évangile et puis les répéter à tue-tête. Allons nous-mêmes faire l'exercice souvent de lire et de faire des recherches pour comprendre effectivement ce que les articles disent, ce que la loi dit. Parce que les politiques là, ils sont dans une dynamique. Et eux, ils balancent ces éléments de langage parce que justement, ils comprennent que beaucoup parmi nous ne feront aucun effort de recherche, ni de confrontation vis-à-vis des faits, de ce qu'ils sont en train de dire. Donc, pour eux, c'est facile. Ils le balancent, les autres prennent, ils répètent à tue-tête. Mais la loi est précise. Ou du moins, la Constitution est précise. Elle te dit, c'est le droit de manifester là. C'est garanti par la loi. Mais la loi, elle dit quoi concernant les manifestations? Mais c'est là qu'on tombe maintenant dans le code pénal. Allez-y prendre le code pénal des articles 179, 180, 181. Vous allez voir effectivement qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis en termes de manifestation. Et vous verrez que les manifestations dont on parle, on vous dit bien que les manifestations, les voies publiques non autorisées ne sont pas permises. Celui qui le fait enfreint la loi. Donc la Constitution te dit que tu dois manifester là. La Constitution te dit que tu dois manifester conformément à la loi. Et puis la loi là te dit que pour manifester là, il y a des autorisations, il y a des éléments que tu dois avoir. Si tu les as pas, ou bien si le gouvernement a des informations sur le fait que la manifestation a des risques de troubles à l'ordre public, ça, il vous dit d'aller prendre le code pénal 179. Pendant que je parle, vous pouvez taper pour regarder. Vous allez voir ce qui est interdit et ce qui est permis. Donc la loi vient préciser la manifestation parce qu'on dit, la Constitution te dit que tu as droit à manifester, que un matin tu te lèves là, vous fermez la route du quartier, vous dites vous, parce que vous avez votre cérémonie, ou bien vous avez votre, comment on appelle ça, votre réunion de famille, vous fermez la voie principale de votre quartier et puis vous faites votre réunion. C'est parce que la loi dit. La loi vient préciser à quel moment on peut fermer une route pour faire une cérémonie. Quelles sont les autorisations à avoir. Voilà. Donc la Constitution précise des grands principes. Et puis la loi maintenant vient préciser l'applicabilité, l'application des principes que la Constitution a édictés. Voilà ça. Donc vraiment, il faut sortir de... c'est un droit constitutionnel, mais personne n'a dit que c'est pas un droit constitutionnel. Mais la Constitution vous dit que ça doit se faire conformément à la loi. Et la loi vous dit, voici les manifestations, à quel moment elles sont autorisées. Si les autorités, les pouvoirs publics estiment que ces manifestations sont de nature à troubler l'ordre public, comme je le dis sur le code pénal, article 179 et 180, voilà ce à quoi vous vous exposez et voilà pourquoi ça peut être interdit. Voilà. Donc la loi vient préciser maintenant ces grands principes-là. Ça, c'est déjà le premier élément que je voulais donner. Deuxième élément que je voulais dire, c'est concernant, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un évoquer, comment on appelle ça, régime d'exception. Il a dit non, on était dans un régime d'exception. Non, on n'était pas dans un régime d'exception en 2004. Pas du tout, je suis désolé. C'est quoi un régime d'exception? La Constitution n'était pas suspendue. Est-ce qu'on avait suspendu la Constitution? On n'avait pas suspendu la Constitution. L'exception de ce régime-là vient d'où? On était dans une république. C'est vrai qu'on était face à une situation de crise parce qu'il y avait une partition du fait du pays, mais on n'était pas dans un régime d'exception. Allons redéfinir c'est quoi un régime d'exception et vous verrez qu'on était aucunement dans un régime d'exception. Ça, c'est pas vrai. Il faut arrêter de dire ça, c'est pas juste. Ensuite, il y a quelqu'un qui parlait du Conseil national de sécurité. Est-ce qu'il est au-dessus de la Constitution? Déjà, pour votre gouvernement, le Conseil national de sécurité a été créé pour la première fois en 1996 sous Bédier. Vous pouvez fouiller, vous pouvez aller droit au journal officiel, vous allez regarder à l'intérieur. Et dans le journal officiel, les attributions du Conseil constitutionnel sont bien établies. Bédier explique pourquoi on met en place un Conseil national de sécurité et quelles sont les missions assignées au Conseil national de sécurité. Et vous verrez que dans les missions assignées au Conseil national de sécurité, il y a des missions d'information, de renseignement. C'est écrit dedans. Tout ce que je dis là, c'est des choses qui sont disponibles sur Google. Juste vous tapez, vous googlisez, vous allez avoir. C'est juste un minimum d'efforts et puis on a des informations et puis on est tranquille. Et on évite de se répondre. Donc, vous verrez, c'est quoi le Conseil national de sécurité. Et le Conseil national de sécurité a un rôle de renseignement, d'information. Donc, si le Conseil national de sécurité se lève et puis il te dit, nous, cette masse-là, on ne l'autorise pas. C'est qu'ils ont des informations sur le fait que cette masse-là peut avoir des troubles et des risques évidents de troubles à l'ordre public et même de violence. Pourquoi le 9, la marche du 9, le Conseil constitutionnel, le Conseil national de sécurité n'a pas pris une décision pour dire la marche interdite. Et puis elle décide donc
de faire interdire toutes les marches à partir de la date de la signature de sa dernière réunion qui a eu la semaine dernière. Ça aussi, il faut mettre dans la balance. Moi, je finis de dire ça et puis je vais terminer par l'appel que je voulais lancer. Et je veux m'appuyer sur ce que le modéré disait tout à l'heure. Je sais pas si c'est le modéré ou bien, je sais pas, Kevin, quelqu'un qui disait que lui, il a constaté que ceux qui hier fustigeaient les choses, parce qu'ils estimaient que c'était pas normal, aujourd'hui, tous les justificatifs, et ceux qui justifiaient hier, aujourd'hui, fustigent. Mais c'est de cette logique-là que nous tous on doit sortir. Parce que ça ne nous grandit aucunement, ça ne nous rend pas sérieux, ça ne nous rend pas responsables. Moi, si j'ai fustigé quelque chose hier, qu'est-ce qui entre-temps a changé pour qu'aujourd'hui j'adoube ou bien que j'applaudisse cette chose? Ou bien si j'ai adoubé la chose hier, qu'est-ce qu'aujourd'hui a fondamentalement changé pour qu'aujourd'hui je fustige? Il faut qu'on sorte de ces choses-là. On a un État à construire, on a une nation à bâtir. Vos personnalités politiques pour lesquelles vous êtes prêts à sacrifier vos vies là, ne sont pas plus importantes que vos vies, les gars. Et puis ceux-là, ils sont passagers. D'une manière ou d'une autre, ils sont passagers. Mais justement, vous êtes étonné aujourd'hui que les politiques fassent ce qu'ils ont envie de faire, mais parce qu'ils ont trouvé en vous des idolâtres qui ne sont même pas capables de, même quand vous les aimez, de leur apporter des critiques ou des répliques. Tout ce qu'ils disent sont argent comptant pour vous, c'est valable. On doit aller dans ce sens, pas pour une question de revenir. Mais à quel moment on bâtit une société de critiques où on est capable de nous-mêmes se challenger et puis dire que la voie qu'on apprenait pas normale? À quel moment? Voilà le vrai problème. Voici le vrai problème. Il faut que vraiment on soit conséquent. Moi, je pense, c'est vrai, hier, il y a pu avoir des dérives, il y a pu avoir ceci, il y a pu avoir cela, mais aidons-nous ensemble à bâtir une nation, à construire une nation. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis pas RHDP, je suis pas PDCI, que parce que Ouattara est en train de construire une route pour aller dans le truc, je vais pas avoir le courage de dire Ouattara a bien fait de bâtir cette route-là d'ici à ici. Ou bien c'est pas parce que aussi, je suis RHDP, que Ouattara a dit qu'il va transférer la capitale, et c'est un objectif truc, et qu'il n'a pas transféré la capitale, et que je vais dire bien, Ouattara a bien fait. Non. Il nous explique pourquoi la capitale n'a pas été transférée jusque-là. Surtout qu'on voit aujourd'hui comment Abidjan a engorgé. Et on voyait au travers sa promesse là, quelque chose qui allait nous amener à vivre mieux à Abidjan. Il a désengorgé Abidjan et à rendre aussi Yamoussoukro une capitale aussi dynamique comme l'avait rêvé. Élisée, tu vas falloir que tu chutes maintenant. Oui, je vais chuter. Donc, je veux dire qu'il faut qu'on sorte vraiment de cette logique partisane, je dis exacerbée, au point où on ne s'autorise même plus un minimum de jugeote. Ça fatigue après. Surtout quand en plus on est sur des débats où on se dit qu'on est quand même des intellectuels, on va se partager la parole, on va essayer de vraiment se challenger sur des sujets assez forts. Je termine dessus, ça m'est revenu pendant que je parlais. Tout à l'heure, Kevin disait, c'est au nom de ce régime d'exception-là que Ouattara a été candidat. Vous voyez, c'est ce que je disais en entame là. N'embouchez pas la trompette de vos leaders politiques comme agents comptants. Et je vous ramène à l'arrêté de novembre 2009 pris par Yao Pondré. Allez-y lire et vous verrez que Ouattara n'a pas été candidat en 2010 de façon exceptionnelle. L'arrêt est disponible. Et ça, je vous amène à aller lire. Ouattara a été candidat exceptionnel, tout comme les signataires de l'accord de Marcoussis pour les élections de 2025. Pardon, 2005. Parce qu'en 2005, effectivement, il était prévu des élections. Mais compte tenu de la situation de partition du pays des crises qui n'ont pas eu lieu, allez-y relire. Ça aussi, c'est les accords. Ça veut dire qu'il y a un arrêt que Yao Pondré a pris à ce niveau, pardon, que le Conseil a pris à ce niveau-là, à cette période. Allez-y les relire. Et il y a l'arrêt de 2009, signé par Yao Pondré. Allez-y relire. Et vous verrez qu'il n'a pas été candidat par exception. Donc, vraiment, il faut que notre histoire, là, à un moment donné, on sort des conversations partisanes et puis on écrive la vérité de notre histoire. Parce qu'on a ça, on a ce devoir-là de le confier à la jeune génération, à nos enfants qui vont venir. Qu'on sorte de nos clichés et de nos grilles de lecture partisanes, là, pour écrire l'histoire selon notre entendement. Écrivons l'histoire réelle de notre pays. Et ça, je pense que si on accepte d'avoir un minimum de jugeote, on peut quand même écrire cette histoire de notre pays-là, sans tenir compte des partis pris des uns des autres, mais dans la vérité. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup à toi, Élisée. Je donne en fait la parole. Mon cher Daouda, vraiment, mon Yako encore, je t'ai pas dit Yako, j'ai intervenu sur ton panel comme ça. Yako à toi, et je pense que si, pour je sais pas, vous faites les 100 jours, bien quoi, le doigt, comme on dit, peut-être, si je suis à Abidjan, je vais tout faire peut-être pour assister aussi. Vraiment, mon Yako encore, et puis, que Dieu te donne la force, quoi. D'accord. Moi, je vais pas revenir un peu sur ce que le boss Élisée est en train de dire. Quand il parle qu'il n'y a pas de truc d'exception, en même temps, il parle de l'accord de Marcoussis. Parce que si on était en train d'agir et appliquer l'accord de Marcoussis, c'est-à-dire qu'il y avait forcément l'exception qui était là. C'est ce que Kevin voulait dire, en fait. Donc, quand lui-même il vient et puis il dit qu'il n'y a pas d'exception et puis il évoque encore l'accord de Marcoussis qu'on devait respecter et que tous les gens même qui dépassaient 75 ans, selon notre loi, hein, devait récompétir, c'est-à-dire qu'il y avait exception. Le modéré, je jure que pour éviter toute polémique, tu es en train de traverser les propos d'Élise. Je jure.
Je veux pas qu'il revienne ici parce que quand tu vas faire, quand tu vas travestir, il va vouloir redresser, on va pas avancer. Tu comprends un peu, non? C'est pas ce qu'il a dit. Voilà, dis correctement ses propos. Je vais évoluer. Donc, moi, je voulais dire à Élysée qui est là aujourd'hui, et puis à toi, Daouda aussi. Est-ce que nous tous qui sommes là aujourd'hui, les Ivoiriens, est-ce qu'on ne se rend pas compte? Je sais que nous tous, on était très jeunes en 90, hein, vous et moi, jusqu'à on arrive à 95, après le président Houphouët-Boigny. Est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a un problème qui nous suit depuis, qui est les élections en Côte d'Ivoire? Qui sont les élections en Côte d'Ivoire? Depuis, aujourd'hui, il y a une maladie qui est là. Je ne sais pas si c'est incurable. Mais est-ce que vous savez que ça ronge la Côte d'Ivoire, ça détruit la Côte d'Ivoire, et ce sont les élections? Et sous Gbagbo, on n'a pas trouvé la solution. Sous Bédi, on n'a pas trouvé la solution. Sous Alassane Ouattara, on n'a pas trouvé la solution. Est-ce que nous en sommes conscients, nous tous? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Interdiction des marches. Bon, le RHDP qui est en train de faire, Fabrice Sagnon parlait la fois dernière, il était en train de bâtir un peu les 3 piliers de la communication du RHDP. Il venait parler de quoi encore? Au deuxième plan, il parlait de le taux de participation, c'est-à-dire la participation à cette élection-là. Quand il est en train de communiquer dessus, c'est-à-dire que peut-être il va avoir un boycott, il va avoir des appels à ne pas aller voter, tout ça. Mais est-ce que aujourd'hui, vous les journalistes et nous autres, la population, ne peut pas s'asseoir et puis on va régler un problème? Le problème d'exclusion qu'il y a eu hier, et ça crée des histoires, des Ivoiriens sont morts pour ça. Aujourd'hui, le même problème demeure. Et je vois les mêmes Ivoiriens qui sont en train d'acclamer ça. Et ils couvrent ça par le fait que non, il est en train de construire des routes, il est en train de construire des ponts. Bon, à cause des ponts et des routes, on n'a qu'à laisser ce qui nous ronge, la maladie qui nous ronge. Est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin forcément des ponts et des routes et puis faire fi de tout ce qui est élection, l'élection en Côte d'Ivoire qui tue plus que tout cela? Donc, c'est vrai, quand Élysée est en train de dire oui, c'est pas parce qu'on est ceci, on n'a qu'à transférer la capitale, ou bien d'autres vont pas accepter ce que le RHDP est en train de dire. Mais je suis en train de dire que cette marche qui est en train de venir là, c'est pourquoi au juste? Est-ce qu'on a compris? C'est pas pour boycotter les élections, c'est pas pour saboter les élections. Mais des gens sont en train de dire, la constitution qu'on est en train de toujours VIOL, toujours on est en train de VIOL là, on n'a qu'à au moins respecter cette constitution là. C'est ce que des gens sont en train de dire. On fait cet appel-là et des gens sont en train de traiter l'opposition, des gens qui veulent boycotter, des gens à frapper, des gens à mater. On n'est pas d'accord pour ça. Asseyons-nous et puis discutons autour des élections qui est un réel problème. Et on a besoin de la participation de tout le monde. Est-ce que vous voyez un peu? Quand on va finir ça, la nouvelle génération qui va venir, ils vont continuer la même chose. Donc on va prendre toute notre vie en train de subir des élections. À chaque moment des élections, c'est des tempêtes, c'est des difficultés. Où des gens sont en train de déplacer leurs familles. Est-ce que vous savez combien ça nous coûte de peut-être déplacer nos familles, essayer de faire des provisions? Et chaque élection doit faire ça. Et à la rentrée. Donc aujourd'hui, quand les gens veulent marcher, essayez de comprendre. Mais directement, ne les jetez pas à la vindicte populaire, comme vous êtes en train de faire à Makosso et autres. Voilà, c'est de ça qu'on est en train de parler. Donc vraiment, ce que je demande aujourd'hui pour conclure, cher Élysée, il faut vraiment faire les états généraux même de tout ce qui concerne la constitution, le code électoral concernant les élections en Côte d'Ivoire. Il faut s'asseoir réellement. Quel est le problème? Et puis traiter ça. Même si Ado est élu pour les 5 ans à venir, il n'a qu'à s'asseoir pour traiter ça. On veut ça plus que les ponts. On veut ça plus que les immeubles qu'il va construire, les gratte-ciels qu'il va construire pour nous. Ça nous ronge, ça nous fatigue. Ça tue en Côte d'Ivoire. On n'a qu'à s'asseoir autour, chacun n'a qu'à envoyer son idée, et puis on va finir une fois pour toutes avec cette histoire d'élection, et désormais ça va être des moments de fête, au lieu que ça soit des moments d'inquiétude. Voilà, merci. Merci beaucoup le modéré. Avant de laisser la parole à Kevin, j'aimerais juste te dire que il est important que tu saches que première des choses, ce que tu demandes là, on peut le faire après les élections. Voilà. Quand les élections vont finir, on va commencer à discuter, à faire les débats, tout. Mais pour l'heure là, je pense que l'heure est à l'élection. Aujourd'hui, s'ouvre officiellement la campagne, on ne va pas revenir en arrière. Voilà. Sur ce, je laisse la parole à Kevin. Parce qu'il a longtemps attendu, il a été très patient et je tiens à lui dire merci pour ça. Kevin, tu as la parole. Merci Daouda. Mais ce que je voudrais dire, c'est que même si Élysée parle de régime de crise plutôt que de régime d'exception, comme je l'ai indiqué, toujours est-il que dans ce régime de crise-là, il y a beaucoup de mesures exceptionnelles qui ont été prises. Donc ça, vraiment, je pense que si au moins ce principe on peut s'accorder. Et tout ce que j'ai dit, c'est clair. C'est que concernant, par exemple, la candidature du président Ouattara, concernant notamment le fait qu'il n'y ait pas eu d'élection et que le mandat du président Gbagbo a pu se prolonger, et un certain nombre de mesures. Donc tout ça, c'est des mesures quand même assez exceptionnelles. Au-delà de ça, je voudrais maintenant revenir sur ce qu'il a dit par contre par rapport à ce qu'on observe, c'est-à-dire le fait qu'il y a des routes qui ont été construites et que
si on observe que le gouvernement a eu à faire cela, il faudrait que nous, opposition, on puisse féliciter le gouvernement et tout ça. Moi, je voulais lui dire, mais je lui dis, c'est bien beau de dire ça, mais qu'est-ce que les autres ont fait que le gouvernement reconnaît ou félicite? Est-ce qu'ils ont félicité Gbagbo? Quel opposant ou quelle opposition a eu à féliciter Laurent Gbagbo pour le travail qu'il a eu à faire? Parce que le président Gbagbo a fait un travail. C'est grâce au président Gbagbo qu'aujourd'hui le RHGP a un bilan en Côte d'Ivoire. Notamment la question du PPTE. Aujourd'hui, les gens peuvent regarder des routes, des infrastructures et puis dire que le président Ouattara a fait ceci, a fait cela. Mais nous, on le savait. N'importe qui allait venir au pouvoir en 2010 allait pouvoir les réaliser. Puisqu'on sortait du PPTE, le travail avait déjà été fait par Laurent Gbagbo, etc. C'est cela qui permet à la Côte d'Ivoire de retrouver la crédibilité internationale. Et toutes les mesures, sinon tous les accords accessoires liés au PPTE, notamment le C2D, qui permet par exemple de construire près de 209 lycées et collèges en Côte d'Ivoire, grâce à ce partenariat piloté au départ par le président Laurent Gbagbo, ou sinon négocié au départ, je dis par le président Laurent Gbagbo. Donc c'est là, est-ce qu'aujourd'hui le RHGP, quand ils font des choses, ils reconnaissent que c'est Gbagbo qui a fait? D'ailleurs, il y a eu une usurpation. Lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont tenté de faire croire aux gens, aux Ivoiriens, que l'autoroute du Nord, ce sont eux qui ont construit l'autoroute du Nord. Or, c'est Gbagbo Laurent qui a fait l'autoroute du Nord. Le pont de Jacques-Ville. C'est-à-dire qu'ils ont inauguré des projets de Gbagbo. Ils n'ont pas eu à le féliciter pour tout le travail qu'il a fait. Et moi, je trouve ça dommage. C'est ça, je veux dire, effectivement, qui envoie, je veux dire, tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire chacun veut tirer le drap, je veux dire, sur lui. C'est-à-dire, on dit aujourd'hui, le président Ouattara a conçu ceci, il a fait cela. Sans mentionner réellement ceux qui ont bataillé, ceux qui ont travaillé justement à ce qu'on ait cette situation économique favorable. J'ai parlé du PPTE, une fois, le grand frère Kokora me disait, non, mais le PPTE, c'est 500 milliards de francs CFA par an qui permettait d'investir dans les projets d'infrastructure. Mais si on regarde tout ce que nous avons eu à investir, c'est au-delà des 500 milliards de francs CFA par an. Je suis bien d'accord avec ce qu'il a dit. Mais ce qu'il ne dit pas, ou peut-être, je ne sais pas s'il ne le sait pas, mais il n'y a pas que ça. Ça permet à la Côte d'Ivoire d'améliorer son ratio dette PIB. C'est l'indicateur fondamental essentiel qui a permis à la Côte d'Ivoire de retrouver la crédibilité au niveau international afin de pouvoir emprunter massivement comme l'a fait aujourd'hui le RHGP et le président Alassane Ouattara. Donc voilà moi ce que je voudrais dire. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous autres qui observons la situation, nous estimons que le bilan du RHGP est un échec. C'est un bilan qui est médiocre, tout simplement. Voilà, et ça vraiment nous l'assumons parce que nous estimons qu'il y a un problème d'efficacité. Les quelques ponts nous voyons, etc., ça et là. C'est des choses que n'importe qui allait être au pouvoir allait pouvoir réaliser cela parce que tout avait été déjà finalisé, travaillé. Le président Gbagbo avait déjà fait le travail. Ça, c'est ce que je tenais vraiment à dire. Et puis, je vais chuter sur un petit point pour dire, nous, ce que nous considérons, c'est l'efficacité dans la gouvernance. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire par efficacité dans la gouvernance? Mais je crois que c'est, si vous voulez, quel est l'impact de tout ce que, de tous ces, je veux dire, cette manne financière aujourd'hui, dans le quotidien des Ivoiriens concrètement. Comment les Ivoiriens perçoivent aujourd'hui tous ces taux de croissance véhiculés, vantés ça et là par nos dirigeants actuels? C'est là la question. Les factures de courant qui augmentent là, à quel moment le gouvernement a décidé de baisser le coût des factures d'électricité pour que la population puisse aussi être soulagée? C'est de ça qu'il est question. Nous les attendons sur ces terrains-là, c'est-à-dire les questions qui touchent réellement le quotidien des Ivoiriens. Le président Ouattara avait dit qu'il allait mettre en place la politique de logement social pour que chaque Ivoirien puisse souscrire 25 000 francs CFA par mois pour pouvoir accéder au logement. Est-ce qu'aujourd'hui, là, les Ivoiriens, là, ils ont accès au logement à 25 000 francs CFA? Le coût de la vie est cher. Je pense qu'il y a un échec pas possible aujourd'hui. Même au niveau de l'éducation, on n'en parle pas. Il ne s'agit pas de multiplier, je veux dire, les murs en disant qu'on a construit tel nombre de lycées et collèges, on a recruté tel nombre d'enseignants. Mais quel est le contenu de la formation? Voilà des gens qui sont arrivés au pouvoir, qui ont supprimé la dictée, qui se sont rendus compte de leurs bêtises et qui finalement plus tard ont décidé de ramener la dictée. Mais quel est l'impact sur, je veux dire, nos enfants? Aujourd'hui, à travers donc certains rapports de l'UNICEF et consorts, on nous dit que la plupart des enfants, 60% des enfants qui arrivent en 6e ne savent même pas lire et écrire. Voilà le résultat du RHGP. Voilà ce que, je veux dire, le RHGP a produit comme résultat. Tout simplement. Donc ça, il faut en parler. Il faut en parler. Donc je vais m'arrêter là, Daouda. Merci. Non, merci beaucoup. En fait, ce que j'aimerais dire ce matin même, c'est que je pense qu'on est en train de déjeuner. On va aller tout à l'heure au Sénat. Est-ce que c'est possible qu'on puisse couper le panel et se dire au revoir? Voilà. On est tous là. Je ne vais pas vous mentir. Je suis avec Kokora ici. Je vous dis bonjour. Je suis avec Khalilou Koulibaly. Je vous dis bonjour. Et puis maintenant, Landry Kyo vous dit bonjour. Non, bon, allez, donc les gars. Je vous dis au revoir. Je t'ai pas. Il dit pourquoi tu as apporté les mots, tu interviens. Je n'étais même pas avec lui. Moi, j'étais en chambre. Mais il était
Mais quel est le problème? Mais je sais pas. Et c'est Non, moi juste dans sa tête. il y a un problème, Kokora. Il y a un problème. Il n'y a aucun problème, frère. Il n'y a aucun problème. Donc là, on a fini de déjeuner. Mais Là, la cravate est vraiment exceptionnelle. Hein? oui, c'est une cravate verte, cravate du PDC. C'est le vert du PDC. Le vert blanc. Voilà. Ça énerve les gens, mais. C'est le vert blanc. Voilà, c'est le vert blanc. Je sais que Kevin, quand il me voit comme ça. Daouda, un peu, une minute. Qu'est-ce que tu penses? Moi-même, je te félicite, Daouda. Merci Tu beaucoup. comme jamais. Daouda, comment tu vois cette campagne-là? Daouda, comment tu vois cette campagne-là avec cette marée orange et puis on allait voir la marée bleue du PDCI, la marée bleue du PPACI? Comment tu envisages ça? Comment ça allait être? Non, moi je pense qu'il y aura une belle campagne quand même, voilà. Je pense qu'Awa Domela il a dit que lui ne partira pas partout. Il va faire une campagne comme Donald Trump, ne pas faire le tour de la Côte d'Ivoire, mais cibler des lieux. Ouattara, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir, il a les moyens, tout, il ira partout. Mais je pense que le président lui-même ne va pas faire toutes les campagnes. Si les lieutenants sont là, ils sont assez formés. Simone Babou, j'espère bien qu'elle pourra se tourner. La campagne sera belle, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir une campagne avec le PDCI, avec le PPACI, mais malheureusement, de mon point de vue, je peux me tromper, mais je pense que de mon point de vue, puisque les deux candidats ne respectaient pas les règles de la code électorale et de la Constitution, ils ne sont pas dedans, on va prier Dieu 2030. Ce panel a commencé ce matin avec à qui de parler pour m'expliquer que j'ai une vision. J'ai une vraie vision. Et moi, ma vision, à moi, c'est que je pense que M. Tidiane Thiam a toutes ses chances en 2030. Franchement, il ne faut pas qu'il aille se mélanger avec le front de la bagarre. Kevin, quand je dis ça, je sais que tu comprends là où je veux en venir. Tu comprends là où je veux en venir. Mais c'est vrai que tu es dans ta poitrine. Et moi, je dis, Tidiane Thiam a ses chances. Pourquoi il va se mélanger dans ça là? Parce que se mélanger dans ça là, vraiment, ça ne sera pas bon. C'est sur ces mots que je vous dis merci à tous. On a fait je ne comprends pas. On va faire revenir l'article 35. Les gens mal intentionnés, si on passe, on fait revenir l'article 35. Mais c'est que Kokora est en train de dire révélateur. Il n'est pas en train de dire ça à la musulmane. Parce que surtout, vous lâchez les mots, mais c'est vrai. Mais, bon, tu vois le comportement Daouda. En tout cas, Daouda, tu es sapé comme jamais. C'est ce que je retiens ce matin. Merci beaucoup, Kevin. Merci. Et puis, bonne journée à tous. Il va être désherbé avec